Alors, que peut faire l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial pour améliorer les politiques publiques pour les femmes entrepreneurs aujourd'hui dans la zone Afrique francophone? Allô? Ah oui, Vous me recevez? Monsieur Narcisse. Voilà, voilà, merci madame pour la question. D'accord. Allô, je vous suis bien. Je peux commencer? Oui, allez-y. Si techniquement c'est bon, allez-y. Ok, je vous remercie pour la question, mais avant de revenir par rapport à votre question, je vais compléter certains panélistes sur la question de la formalisation du secteur économique du continent, notamment en République démocratique du Congo. Je vais quand même mentionner que la production législative, d'après ces 10 dernières années en République démocratique du Congo, était beaucoup plus focalisée sur la question de l'amélioration du climat des affaires. Et c'est ce qui a amené même la République démocratique du Congo à adhérer au traité de Luanda. Et c'était vraiment une opportunité énorme pour nous pour résoudre cette punaise question de la formalisation de notre économie. Pourquoi je dis ça? Vous verrez que c'est vraiment un réel problème, les secteurs informels, parce que vous verrez un grand nombre des entreprises sont détenues par les femmes, mais ces femmes-là évoluent dans quel secteur et évoluent dans quelles conditions, c'est toutes ces femmes-là. Vous verrez que d'autres qui sont dans le commerce, qui vendent à même les sols, et il y a d'autres, effectivement, qui évoluent, mais ils n'ont pas accès à l'information. Allô? Allô? On vous reçoit parfaitement. Voilà, je disais d'autres qui n'ont pas accès à l'information et tout ça. Alors, je vais mentionner que l'adhésion au traité de Luanda nous a permis de mettre ou d'introduire dans notre système juridique interne un certain nombre des acteurs, notamment le statut de l'entrepreneur qui est venu donc résoudre les problèmes du secteur informel. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous permettez, l'article 30 de l'acte uniforme relatif au droit commercial général de Luanda, je vais lire, qui dit l'entrepreneur est un entrepreneur individuel, personne physique, qui, sur une simple déclaration prévue dans le présent acte uniforme, exerce une activité professionnelle, civile, commerciale et artisanale. Cet acteur est beaucoup plus important parce que il est venu ramasser un grand nombre de secteurs d'activité. Ça, c'est de un, mais aussi par rapport à la simplicité et des formalités à faire pour amener à formaliser son entreprise. Si, par exemple, pour des grandes entreprises ou d'autres types de sociétés, telles que de SRL ou sociétés en nom collectif, la formalisation s'est faite par l'élaboration des statuts. Il faut avoir d'autres complémentaires de la société. Par contre, la société, les statuts d'entrepreneur, ici fera d'activité et accompagner du contrat de bail plus que. Nous avons quelques soucis à bien recevoir Monsieur Narcisse. Très bien. Alors, vous êtes là. Est-ce que la connexion... Monsieur Narcisse, vous êtes là? Oui, je vous écoute. Oui, ça va, je peux continuer. Quelques instants, à l'instant, nous avions eu quelques difficultés à vous recevoir. Alors, allô? Moi, je vous écoute 565. OK, alors allez-y. Sinon, tout de même, nous avons quelques soucis à vous
recevoir très nettement. Voilà, j'ai parlé de l'adhésion de la RDC au traité de Luanda qui est venu solutionner justement au problème de la formalisation du secteur économique dans notre pays. Je vous parlais du statut très important qu'on appelle le statut d'entrepreneur, puisque vous verrez dans la ville où nous sommes ici à Lubumbashi, au Katanga, il y a un phénomène qu'on appelle le marché pirate, c'est-à-dire ceux qui œuvrent dans le secteur non réglementé ou à même les sols comme ça. C'est vraiment un nombre très considérable de femmes et de jeunes qui constituent d'ailleurs les tissus économiques de la ville. Mais depuis toujours, il n'y avait pas moyen d'apporter une solution réelle à ces problèmes. Alors, le statut de l'entrepreneur, comme je vous ai dit, ça permet, ça engorge un grand nombre de secteurs d'activité, c'est-à-dire ceux qui œuvrent dans le secteur commercial, artisanal et tout autre secteur d'activité. La formalisation est beaucoup plus simple. Il suffira juste d'une déclaration d'activité accompagnée d'un contrat de bail, plus une carte d'identité ou carte d'électeur faisant office de carte d'identité en RDC. Cela suffira pour formaliser son entreprise ou son unité économique. Et notez aussi que cela s'est fait gratuitement dans nos administrations, aussi bien ici à l'OPEC qu'au niveau du guichet unique, l'institution qui a le monopole de formaliser ou de créer les entreprises en RDC. Alors, il y a eu un protocole d'accord entre le guichet unique et l'OPEC pour que tout ce qui est entrepreneur, en commençant par les micro-entreprises, qu'on appelle les TPE, Nous avons toujours les Monsieur petites Narcisse. et les moyennes entreprises. Monsieur Narcisse, nous rencontrons toujours des difficultés à vous entendre, à vous recevoir très nettement. Peut-être que nous allons vous permettre de revoir, si possible, la connexion à votre niveau, si le souci provient de là. Si vous nous recevez, si vous me recevez... En tout cas, je ne sais pas, mais moi, je vous écoute. Moi, je vous écoute 5-6-5 en tout cas. Alors, cela dit, peut-être que je vais... Alors, si cela ne vous dérange pas, je vous proposerai peut-être de vous déconnecter, de vous reconnecter pour peut-être permettre à la connexion de se rétablir parce que vous nous donnez de très riches informations et il est important que nous vous recevions très nettement. Alors, donc, en attendant, je passerai à une autre question, le temps de vous recevoir à nouveau. Madame Ashley, vous êtes là. J'aimerais... Monsieur Narcisse, dans ses propos, a évoqué le statut d'entrepreneur. Est-ce que vous voudrez bien nous expliquer à moi, à nous et à nos internautes, qu'est-ce que cela représente, ce statut dans l'écosystème entrepreneurial? Alors, si je ne me trompe pas, je ne sais pas si c'est la même chose en Côte d'Ivoire qu'en RDC, mais en gros, je sais qu'ici, je ne veux pas dire de bêtises, mais c'est le statut de la personne qui entreprend, quand bien même, en fait, elle n'aurait pas d'entreprise en tant que telle. Donc, en Côte d'Ivoire, il faut savoir quelque chose. Tout à l'heure, on parlait de statistiques. On parlait de l'importance et la difficulté de récupérer les statistiques. Je trouve que c'est une réalité qui est vraie, mais qui est très injuste. Parce qu'en gros, ici à Abidjan, par exemple, en Côte d'Ivoire, de manière générale, il y a des... En fait, quand on veut des chiffres, on les a. Quand on veut des informations, on les a. Par exemple, l'année dernière, il y a eu l'identification des numéros de téléphone. Quand on sait que le taux de pénétration de numéros de téléphone en Côte d'Ivoire dépasse les 100%, on peut se dire que ça peut être autant de prétextes pour avoir des informations relatives aux populations. Sachant que lorsque l'on fait
ces différents enrôlements, que ce soit dans le cadre de la téléphonie, dans le cadre d'élections ou d'éléments administratifs, on pourrait légitimement demander aux personnes recensées leur activité, si elle est déclarée ou pas, en leur assurant qu'il n'y aura pas forcément de pénalité derrière. Et le souci, en fait, c'est que j'ai l'impression, quand il s'agit d'entrepreneuriat, et encore plus quand il s'agit d'entrepreneuriat féminin, on ne va pas chercher des chiffres. On ne va pas identifier ces entrepreneurs. Pourtant, ce sont des gens avec qui on évolue tous les jours. Parlons d'identification, Madame Achille, parlons d'identification. Oui. Est-ce que vous voulez parler de statut juridique ou fiscal? Précisez-moi un peu plus. Alors, quand vous parlez d'identification dans ce contexte précis, est-ce que vous faites référence au statut juridique de l'entreprise? Au statut, à l'existence de l'entreprise, à la connaissance de la population, de l'existence des statuts juridiques. Par exemple, dans d'autres pays, on sait que les recensements sont aussi le lieu de faire des enquêtes, entre guillemets, sur les populations. Et voilà, aujourd'hui, je pense que même, j'ai envie de dire, moi, en tant qu'entrepreneur, il a été difficile pour moi d'appréhender l'écosystème entrepreneurial ivoirien. Pourtant, j'ai eu une éducation. Pourtant, j'ai déjà évolué dans un contexte entrepreneurial à l'étranger. Mais l'accessibilité à l'information, pour moi, n'était pas évidente. Donc, si pour moi, l'information n'est pas évidente, imaginez pour quelqu'un qui ne parle ni la langue, qui n'a pas du tout, qui n'a pas du tout qui n'est pas, je dirais pas éduqué, qui n'a pas reçu l'éducation, on va dire, académique. Comment cette personne peut comprendre? Vous voyez, par exemple, vous m'avez posé une question, quel est le statut d'entrepreneur en Côte d'Ivoire? Je sais qu'il existe un statut d'entrepreneur et un statut d'entrepreneur, mais si je vous dis que j'ai compris la subtilité, la différence, je voudrais mentir. Je sais juste que ça existe, que le statut a été révisé. Narcisse est revenu en ligne, nous allons lui poser la question avant la fin du débat. Mais avant, je me retourner vers Madame Flora. Dites-nous, le taux de croissance lent des femmes entrepreneurs est-il le résultat de politiques entrepreneuriales globalement défavorables? Je une question très précise. Le taux de croissance lent des femmes entrepreneurs est-il le résultat de politiques entrepreneuriales globalement défavorables, à votre avis? Alors, si nous parlons du taux de croissance des femmes entrepreneurs, je pense qu'on est dans plus ou moins le secteur formel. Parce que dans le secteur informel, tout le monde va à quelque chose. Hein? Mais dans le secteur formel, effectivement, on a très de femmes qui s'ajoutent à l'entrepreneuriat. Mais la situation, c'est laquelle aussi? Quelqu'un a parlé ici, je pense à Ashley, à l'accessibilité à l'information. Vous savez, les affaires, je pense aussi que c'est Julie Kael qui avait parlé parfois des idées avant d'avoir un capital en main. Il y a des gens parfois qui n'ont pas certaines informations pour entreprendre ou pour mieux leur entreprise. Et du coup, dès que ça bloque là où elles sont, les femmes, elles ne savent plus aller plus loin, elles se découragent et elles tombent. Alors, les politiques publiques, si nous allons sur le plan institutionnel, en République démocratique du Congo, il y a des institutions comme l'OPEC que dirige M. Kaozi dans notre province, mais il y a aussi toute la panoplie de la législation qui de plus en plus est en train de mettre fin aux pratiques discriminatoires à l'égard des dames. Mais, et on l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas par qui, excusez-moi, sur je pense que c'est Naoul, sur les taux pratiqués par les banques, les microfinances ou les banques tout simplement. Nous savons tous que l'accès au business implique un financement, avoir des moyens, et plusieurs, même les grandes entreprises, ils vont avec des crédits. Alors, quand vous voyez les taux qui sont pratiqués, avoisinent même dans mon pays, en microfinance, c'est autour de 20% également. C'est exorbitant pour les gens qui sont les petites affaires. Aussi, à part ça, il y a aussi un problème de statistiques fiable, parce que je ne sais plus si c'est Eva ou qui a parlé des statistiques qui ont un décalage d'une année ou de 2 années, mais moi je peux même parler de 5 ans. Lorsqu'on vous publie les statistiques, c'est d'il y a un certain temps, de sorte que ça ne correspond plus à la période pendant laquelle vous voulez faire votre étude. C'est ça aussi. Donc il y a un problème d'information,
sur l'activité, d'accès à la banque, un problème ou au crédit plutôt, un problème d'information aussi en général sur le business que chacun peut entreprendre, qu'une femme peut entreprendre. Vous savez, il y a ces activités qui ne demandent pas d'abord un capital, mais d'avoir des idées. Structurer son idée dans la tête avant de chercher les moyens pour les réaliser. Et quand on n'a pas une bonne idée, quand quelqu'un ne vous a pas encouragé dans votre idée, quand quelqu'un ne vous a pas aidé à structurer l'idée qui est plus ou moins brute dans votre tête, c'est difficile de la formaliser pour aller faire quelque chose qui devient plus tard une entreprise, une activité qui vous génère des revenus. Alors, entre-temps, on nous a signalé, ou sinon on m'a signalé, la présence parmi nous sur le panel de M. Jules de la RDC. Monsieur Jules de la RDC, vous êtes là? Oui, je suis là, madame Charlotte. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes du PNUD en République démocratique du Congo. Cet après-midi, sur ce panel, nous parlons de politique publique pour l'entrepreneuriat féminin en Afrique francophone. Que vous inspire ce thème de débat? Oui, merci beaucoup. J'ai suivi les différents intervenants. Je m'inscris vraiment sur la même ligne que tous les autres intervenants par rapport à cette problématique d'accès aux femmes au financement, différents du financement dans l'entrepreneuriat. Vous me suivez? Oui, on vous suit. Seulement, j'aimerais en une minute, je vais vous présenter d'abord à nos intervenants de poursuivre avec. Merci, parce que je croyais que tu m'avais présenté. Jules Kabang, c'est mon nom. Je suis le responsable de la cartographie des solutions innovantes au sein du laboratoire d'accélération. Et à ce titre-là, nous travaillons avec les différents startups incubateurs pour promouvoir les innovations. Alors, j'étais en train de dire, on a un problème particulier aujourd'hui d'accès à l'information. C'est ça le travail que nous faisons au niveau du laboratoire pour faire passer l'information et la bonne. Parce que quelqu'un a dit, parfois, on ne sait pas dans quel secteur on peut se lancer et on ne sait même pas comment accéder à certains financements. Je disais tantôt que je suis d'accord avec le prédécesseur sur le fait qu'il y a cette difficulté d'accessibilité au financement, particulièrement à l'entrepreneuriat féminin. Mais moi, j'aimerais aborder sur un aspect aujourd'hui qui est assez important, c'est le regard de la femme à l'égard de la femme. Aujourd'hui, il y a quand même un effort qui a été fourni en Afrique, particulièrement dans nos pays ou en RDC, où nous avons quand même assez de femmes qui exercent certaines fonctions assez élevées dans la sphère politique. Donc, les femmes qui sont associées dans la prise de décision. En RDC, la première fois, on a eu une femme, après 60 ans, on a une femme qui gère l'Assemblée nationale. Et moi, je dis, c'est une aubaine pour d'autres femmes. Pour arriver à... Voilà, c'est la première fois qu'on a quand même une femme à ce niveau-là. Et nous disons que les femmes ont quand même forcé, elles sont arrivées à un niveau assez élevé. Mais cela doit être aussi un canal pour permettre à ce que d'autres femmes accèdent à certains financements. Mais malheureusement, on regrette cela parce que les femmes ne cherchent pas à attirer d'autres femmes. Et je donne un exemple. On avait l'ancienne première dame avait une fondation et elle accordait des microfinancements aux entrepreneurs. Mais quand j'ai fait une petite évaluation, il n'y a pas eu assez de femmes qui ont accédé à ce financement, alors que c'est la première dame qui a accordé. Alors qu'elle devait avoir un regard particulier aux entreprises gérées par les femmes. C'est ça le problème qu'on a aujourd'hui. On a les femmes qui ont accédé à des postes assez élevés, mais qui n'encouragent pas d'autres femmes entrepreneurs à accéder au financement. Et j'avais même posé cette question au coordonnateur de la fondation de l'ancienne première dame. Pourquoi les femmes? Oh non, bon, nous estimons que les hommes sont assez actifs dans l'entrepreneuriat par rapport aux femmes. J'ai dit faux, c'est archi faux. Il y a des femmes. Alors, moi, je pose le problème à cet angle-là. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui disent que, il y a l'accès à l'information, mais parfois, il y a cette culture qui donne cette tendance à accorder des privilèges aux hommes entrepreneurs. Parce que je ne sais pas, peut-être on se dit, bon, voilà, les hommes sont très actifs, les hommes sont très ambitieux par rapport aux femmes. Mais bon, je travaille au laboratoire d'accélération au PNUD. La tendance est telle que nous sommes en train d'encourager les entreprises ou même les solutions portées par des femmes, les solutions locales portées par des femmes, pour donner la chance à la femme d'avoir ce privilège-là, d'accéder à certains financements
pouvant permettre de gérer les entreprises. Il y a plusieurs études qui ont été menées et qui ont démontré à ce que les entreprises qui sont chapeautées par les femmes, ce sont les entreprises qui émergent dans le temps, dans la durée. Quand bien même ces entreprises ont des difficultés aussi de mise à l'échelle, mais dans la durée, on peut retrouver facilement ces entreprises. Et ces exemples sont au niveau de nos communautés. Vous allez trouver, il y a beaucoup plus de femmes dans l'informel en train de vendre, en train d'exercer certaines activités génératrices de revenus par rapport aux hommes. Et certains hommes se sont lancés peut-être dans les mêmes activités similaires et n'ont pas pu émerger. Donc, il y a cette faculté à la femme de se maintenir, de se contenir aussi dans la durée et aussi de s'adapter à la réalité locale selon le contexte de chaque milieu. Donc, bref, je voulais juste intervenir à ce niveau-là pour encourager les femmes qui accèdent à des postes de prise de décision de prendre en compte les problèmes qui sont posés par les femmes entrepreneurs, notamment par rapport à l'accès au financement.